Bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, l'épisode 57. On va parler de La Momie avec Tom Cruise, un film d'Alex Kurtzman qui d'habitude écrivait les scénarios de Transformers. Si, il y en a des scénarios dans Transformers, donc arrêtez de vous moquer. Déjà avant toute chose, je tiens à vous dire, allez de suite aimer la page Facebook de fin de séance, le Twitter, l'Instagram, et sur votre podcast store, où que ce soit, allez mettre un commentaire pour fin de séance, et 5 étoiles, hein, pas une, pas 4, on veut direct le maximum, direct. Et n'oubliez pas que vous pouvez participer quelque part un petit peu à ce podcast en nous envoyant des questions, des commentaires ou ce que vous voulez, comme ce qu'avaient fait Julie et David dernièrement en nous posant des questions un petit peu bizarres mais très drôles, à fin de séance @gmail.com. Donc voilà, vous savez tout. Et je vous laisse écouter cet épisode où, moi-même, Areski Sugar, je parlais à Arnaud Decazes, scénariste à Paris, et à Baptiste Beaulieu, écrivain. Bon épisode, bonne écoute, gros bisous. Christensen a été vu sur le set de Star Wars 8 et donc peut-être qu'il jouerait dedans, ouais. Ah merde. Ah merde. Bah ouais, c'est pas le directeur du monde quoi. Ce serait peut-être non mais ce serait enfin peut-être l'opportunité pour lui de prouver que au final c'est un bon acteur mais qu'on lui a pas donné des bons dialogues dans l'attaque des clones et la revanche des Sith. C'est possible, tu vois. Attends, mais tu veux dire que c'est un bon acteur ? Bah écoute, j'avais vu un film dont je parle souvent dès qu'on parle d'Aiden Christensen, qui est un film où il jouait un journaliste qui avait en fait créé de toutes pièces des news quoi tout simplement. Et attends, mais je l'avais vu, c'était pas Shattered Glass ça ou un truc comme ça ? Un truc comme ça, et je trouvais que dans ce film il jouait plutôt bien en fait. Mais après je sais pas ce qui s'est passé dans sa carrière, hein. Comment ça se fait que on ait décidé Il avait joué dans Jumper aussi. Ouais, non mais Jumper, voilà, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Ouais, c'est ça, c'était Shattered Glass. Et il m'avait pas non plus super impressionné dans ce film. Enfin, je l'avais pas trouvé mauvais, mais rien de bien. Oui, mais tu vois. Oui, rien de transcendant, mais au moins il a pas l'air non plus de parler de sable qui s'insinue et des trucs comme ça, comme dans Star Wars. Ouais, mais s'il y a Aiden Christensen, ça veut dire probablement il y a une histoire de résurrection ou un truc comme ça, une connerie comme ça, ils vont nous sortir une connerie comme ça. Est-ce que c'est pas des flashbacks aussi ? Je pense que c'est une histoire de high ground, tu vois, sans doute. Tout va se passer sur une colline en fait sur une colline, ouais. Et après il y a un Écossais qui va arriver et qui va faire oh, he killed the younglings. On l'oublie trop quand même que Dark Vador a tué des enfants en fait. Et je trouve qu'on l'a pas assez montré pour montrer que c'était un méchant. D'ailleurs j'ai revu l'épisode 4 hier je crois avec Jaive. En fait on s'est rendu compte que justement Aiden Christensen n'a fait aucun travail sur sa voix pour essayer d'avoir le pattern qu'a James Earl Jones, tu vois, en tant que Dark Vador. Ils ont pas du tout le même accent en fait. C'est du coup voilà. Bon, en fait je rajoute sur la pile de Aiden Christensen, c'est pas joué mais bon. Et donc je vais à l'encontre de tout ce que je sais pas. Et des news peut-être ou des films que vous avez vus dernièrement dont vous voulez parler avant qu'on s'attaque. Non, Arnaud il a une chemise de serial killer, on dirait. C'est gênant Dexter. Ah non, mais une chemise de serial killer floridien. Alors, sur un salon du livre, j'avais croisé Stéphane Bourgoin, qui est le spécialiste international, tu sais, des serial killers. Il a écrit plein de livres sur les serial killers et tout. Il est toujours en claquette et en chemise hawaïenne, comme ça. Mm-hmm. Et en fait, tu sais comment il a commencé à s'intéresser au sujet? Il était en lune de miel à Los Angeles. Il rentre dans sa chambre d'hôtel retrouver sa femme et paf, elle avait été tuée par un tueur en série. C'est vrai.
Non, J'aime bien le petit rire que t'as dans ta voix quand tu expliques. Qui est le serial killer, Baptiste, maintenant? Et il me dit, ça a changé ma vie. Je suis, ah bah oui, je peux bien le croire. Genre, tu sais. Depuis, il fait que ça, il va que dans des prisons interroger. Convaincre que ça a changé. Non mais vraiment, je te jure, quand j'ai perdu ma femme à cause d'un serial killer, je me suis dit tiens, c'est intéressant comme sujet. Et du coup, pourquoi tout ça? Pour dire qu'en fait, il s'habille en chemise hawaïenne comme Arnaud, en fait, ce gars? Tout le temps. Mais il y a un esprit cool, regarde, parce que là, il est détendu un peu. Arnaud, un peu parasé et tout. Tu sais, il y avait l'étude qui avait été faite sur le fait que tu réussis mieux des tests, par exemple, si tu as une blouse blanche versus si tu n'as pas une blouse blanche. Donc je pense que porter une chemise hawaïenne versus ne pas en porter, ben, ça te rend plus détendu. Mâcher des chewing-gums aussi, pareil, que ça permet d'améliorer le quotient intellectuel. Parce en fait, ça active ton hippocampe, qui est une des parties de ton cerveau qui peut générer de nouveaux neurones. Parce qu'on a cru pendant très longtemps qu'on en faisait plus des neurones, mais l'hippocampe en fait, et en fait la mastication effectivement va stimuler. Parce que moi, si vous devez réviser des choses, dans l'étude, faites-le en mâchant. Et faites une sieste après, normalement c'est censé plus... Et il faut courir aussi également. Dans l'étude, il disait que c'était dû à un afflux sanguin au niveau de la partie céphalique. Et subir un trauma aussi. Et ça, vraiment, si tu dois vraiment retenir un truc, tu fais les trois en même temps. Quoi. Et c'est nickel. Quoi. Sinon, il y a un film dont j'avais envie de parler. La momie. Non, un vrai bon film, j'ai l'impression. Non, un que j'avais envie de recommander, c'est un documentaire de Barbet Schroeder qui s'appelle Le Vénérable W. Ah oui. Et en fait, qui est un documentaire sur un moine en Birmanie qui est en train d'organiser un génocide de la population musulmane, quoi, grosso modo. D'accord. Et c'est un film vraiment intéressant. Parce que d'une manière plus large, ça parle aussi des mécanismes qui mènent à ce genre de comportement dans une société. D'accord. Et surtout, en fait, que ça rappelle quelque chose qu'il est bon de rappeler ici, c'est-à-dire que c'est jamais forcément une culture en particulier qui peut créer ce genre de haine. C'est dans l'imaginaire collectif, quand on parle de bouddhisme, c'est toujours la religion de la paix, de la non-violence, etc., etc. Mais il se trouve que dans un pays comme la Birmanie, où ils sont largement majoritaires, plus de 90% de la population est bouddhiste, ben en fait les mécanismes de domination sont en place de la même manière que dans tous les autres dans tous les autres pays avec d'autres cultures, etc., etc. Et en fait c'est un film qui permet de rappeler ça, et en même temps qui nous permet de découvrir aussi une figure fascinante de cruauté, de machiavélisme, c'est un type assez fascinant. Et Barbet Schroeder a fait beaucoup de documentaires assez fascinants sur des monstres. On se souvient tous de Idi Amin Dada, quoi, le film qu'il avait fait sur ça par exemple. Et là il continue. Je trouve qu'il est plutôt en forme, et vraiment je conseille à tout le monde d'aller le voir. Voilà. Là il est sorti cette semaine, ce film? Il est sorti la semaine dernière. Mais je l'ai vu il y a quelques jours là. Ouais. Et Arnaud, il y a est-ce que le type utilise, j'imagine qu'il utilise le bouddhisme pour justifier ses atrocités, ou il utilise les textes pour justifier ce qu'il fait, Alors, ouais, plus ou moins. Enfin, de toute façon, il fait beaucoup de sermons, tu sais, pour essayer de développer ça, mais quand même la rhétorique qu'il utilise, c'est une rhétorique très fasciste, quoi. C'est-à-dire que même son association, en fait, qui vise souvent à attiser un peu la haine dans les endroits majoritairement musulmans, parce qu'en plus la carte telle qu'elle est, c'est-à-dire que même si les musulmans représentent environ 4% de la population, ils peuvent représenter par exemple 80% de la population dans certaines régions, c'est-à-dire notamment près du Bangladesh, et c'est dans ces villes-là, en fait, généralement, qu'il peut y avoir des gros échauffourés. Des gros échauffourés, même si ça s'est répandu un peu dans tout le pays. Et donc l'association qu'il a, ça s'appelle l'Association pour la protection de la race et de la religion. Et voilà, ça résume bien vraiment son... Et quand il fait des sermons, il répète tout le temps que en fait leur religion est attaquée, alors que, encore une fois, les musulmans ne sont que 4% de la population. Et c'est vraiment une rhétorique beaucoup plus grossière qu'on peut l'avoir en France, par exemple, dans la rhétorique anti-musulmane. C'est-à-dire que ce qu'il va utiliser, c'est vraiment la rhétorique nazie des années 30, quoi. Il les compare à des rats qui se reproduisent très vite, qui veulent, tu vois, s'immiscer dans tous les interstices de la société, etc., etc., quoi. Et on voit des extraits de films de fiction qu'il fait, de films de propagande anti-musulmane, tu vois. Il fait des films de fiction, d'accord. Okay. Ouais.
Enfin, il les fait faire, c'est pas lui qui les réalise, quoi, Oui. mais c'est lui qui les... Les commandes, en tout cas. Ok. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que c'est la manière aussi dont il s'est créé une image, par exemple, à la fin des années 2000, en 2008 ou 2009, je me rappelle plus exactement la date, il y a eu la révolution de Safran en Birmanie, qui a petit à petit amené à se libérer du joug de la dictature des généraux. Et en fait, il en prend, il répète à qui veut l'entendre qu'il est à l'origine de cette révolution, alors que c'est pas du tout le cas, tu vois, par exemple. D'accord. Oui, il réécrit l'histoire. Il crée un storytelling. Il réécrit l'histoire. Et en même temps, le film est aussi critique du nouveau gouvernement du parti de Aung San Suu Kyi qui reste très très silencieux sur ce qui se passe, tu vois. Ouais. Oui, et le documentaire en lui-même est bien, donc. C'est ça. Enfin, je veux dire, parce que le sujet est intéressant, mais le documentaire il s'est filmé, quoi, tu vois. C'est pas la première fois qu'il y a... Et vraiment, je crois que ça vous plairait en plus, vraiment, je vous le conseille. Bah non, mais clairement je me le note, ouais, parce que je sais pas s'il passe d'ailleurs à Toulouse, peut-être à l'ABC ou un truc comme ça, Utopia. Ah, ouais. Moi, je vais aller voir I Am Not Your Negro. Ah, Arnaud l'a vu, non? Je crois que tu l'as vu. Je l'ai vu, ouais. Ouais. Je l'ai vu, c'est non mais c'est très très bien, quoi. Ça s'appuie sur un livre inachevé de James Baldwin. Et grosso modo, le livre est lu par Samuel L. Jackson, ce qui ne gâche rien. C'est Et clair. après, les images viennent illustrer un petit peu tout ce. Et en fait, moi, je connaissais pas du tout en fait son travail. Et en fait, j'ai découvert une pensée particulière, quoi, par ce film. D'accord. Est-ce que Baptiste, toi, t'as vu des films là dernièrement dont tu voudrais parler? T'as des films en tête là de ce que t'as vu? Non, je t'avais parlé de ce film qui s'appelait Trash Fire, si je dis pas de bêtises. Trash Fire? Ouais, attends, faut que je retrouve. Free Fire? Non, Trash Fire. C'est un film hyper zarbi, mais vraiment hyper zarbi. Attends, je voudrais être sûr du titre. Ouais, je crois que c'est ça. On dirait que c'est ça, ouais. Trash Fire, film de Ouais, 2016. C'est ça. Comédie aura. Ah oui, c'est avec Adrienne Grenier, donc de Entourage. D'accord. Écoute, c'est un film qui m'a vraiment, je peux pas te dire. Au niveau au niveau des dialogues, c'est impeccable. Il y a rien à dire, les dialogues sont savoureux et l'histoire est très étrange parce que tu bascules d'une comédie de mœurs presque à la Woody Allen, tu vois, à quelque chose de hyper grave sur la condition féminine, à quelque chose, à un vrai réquisitoire contre les religions et finalement tu bascules sur une tragédie grecque qui est bouleversante et en même temps tu sais jamais te situer parce que tu sens que c'est fait avec 2 francs 6 sous et qu'il y a clairement pas les moyens de la politique du film que ça aurait pu donner, tu vois. Et pourtant il y a quelque chose, je sais pas, peut-être je suis toute seule, hein, peut-être je rêve un peu ou je sais pas, mais non, mais ça m'arrive, tu sais, parfois tu t'aimes bien un film, tu sais pas trop pourquoi, et celui-là je sais que la fin m'a bouleversé, quoi, bouleversé, et j'ai trouvé ça de A à Z, j'étais pris dans le truc, j'avais envie de savoir. Il y a des passages très choquants, un peu dégueulasses, et en même temps d'autres passages où tu sens qu'il a voulu briser des tabous, des masturbations féminines en gros plan, sur une nana qui est grande brûlée, tu vois, une grande brûlée qui se masturbe, c'est des trucs hyper zarbi, tu vois. Mais tu sens que le type a pas forcément froid aux yeux et qu'il y va, quoi. J'ai bien aimé. D'accord. Mais alors je vois que le film était passé à Sundance, mais je vois pas de. Il est pas sorti en France encore, non? C'est 2016, à savoir, c'est peut-être un direct ou vidéo chez nous, je sais pas. En tout cas, ça a l'air d'être un auteur, quoi. C'est-à-dire qu'il écrit et réalise ses propres films, Richard Bates Jr. Et vu le titre de ses autres films, ça a l'air d'un truc un peu underground, ouais, tu féministe, genre Excision, Suburban Gothic, tu vois, des trucs comme ça. Donc ça. Par contre, il y a 2 films qui s'appellent Excision. D'accord. Ils ont exactement le même titre. Ouais, mais ce sera à voir, ouais. Il y a donc, pour ceux qui connaissent, celui qui jouait Vincent Chase dans Entourage, donc dans Trash Fire, qui est Adrienne Grenier, et puis quelques personnes second rôle, dont une femme qui s'appelle Fionnuala Flanagan, elle est géniale dans le que j'adore en fait, cette actrice. Elle est géniale dans le film. Je l'ai connue dans la série Brotherhood notamment, et elle est vraiment excellente. Et d'ailleurs, vous avez pu la voir peut-être dans
un épisode d'American Gods sur Tout à fait. Leprechaun. Et elle est vraiment excellente. Ah, mais oui, tout à fait. Cette actrice. D'ailleurs, il est magnifique cet épisode dans American God. Hein. Absolument. Oh là là. Et bon, alors du coup, ça va être beaucoup moins politique ou sérieux les deux films que j'ai vus dernièrement. C'est des comédies semi-trash américaines qui sont toutes les deux rated R, donc bon, interdites au moins de, on va dire, je sais pas, 14 ans, 16 ans, un truc comme ça. Bon, quoi qu'en France, ce serait même pas interdit tout court. C'est le film Fist Fight de Richie Keane avec Ice Cube et Charlie Day. C'est l'histoire en fait de deux profs qui, lors du dernier jour d'école, juste avant les grandes vacances, connaissent une petite rixe verbale, mais l'un des deux profs, donc qui est joué par Ice Cube, veut absolument se battre, en découdre avec l'autre prof qui est joué donc par Charlie Day, et donc c'est en gros je te rejoins à la fin des cours et on se bat, et c'est drôle, ça se prend pas au sérieux, et c'est très très axé sur à mon avis du rétro-scripting, c'est-à-dire que en gros, tu sais, c'est quand on a une scène où on ne donne pas exactement tous les dialogues, mais on dit aux acteurs que vous allez commencer à cet endroit-là avec vos personnages et finir à cet endroit-là, et en gros vous allez improviser. Effectivement, ce sont tous d'assez bons improvisateurs, mais bon, c'est pas non plus la comédie de l'année, c'est un truc qui se laisse regarder. Je donnerais genre 2,5 miam pour ça, quoi, pour te donner l'idée. Et le film Chips, qui a été réalisé par Dax Shepard, où d'ailleurs Dax Shepard joue également Michael Peña et Vincent D'Onofrio, c'est l'adaptation de la vieille série des années 80 sur, tu sais, les motards, le Highway Patrol aux États-Unis. Par contre, c'est une adaptation, comédie vraiment crue, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de faire des blagues de beats et de choses. Alors, juste parce que cette série, je pense que c'était sans doute l'œuvre de fiction américaine la plus crypto-gay des années 80, et je compte Top Gun dans le lot. Est-ce que ça conserve ça dans Alors, c'est très très drôle, parce qu'en fait, Dax Shepard, c'est quand même un gars qui est marrant, en fait. Et il a beaucoup ajouté des espèces de gags entre lui, qui joue donc un des deux partenaires, et Michael Peña qui joue l'autre, à base de, il y en a un qui est très tactile, on va dire, et l'autre ne peut pas supporter l'intimité entre mecs, et du coup l'un traite d'homophobe l'autre, etc. Enfin bon, mais c'est plus des petits gags plutôt que quelque chose qui est gardé sur le long cours dans tout le film, tu vois. Sachant qu'en plus il y a quand même un ventre mou dans le film, donc j'irai pas jusqu'à dire que pour te dire, c'est pas aussi plaisant que Fist Fight, c'est pas aussi facilement regardable, parce que à un certain moment c'est juste un peu chiant, tout simplement. Mais la puissance de certains gags est plus forte, par contre. En parlant de ventre mou, on va parler d'un énorme ventre mou là, qui prend tout un film bientôt. D'ailleurs, on va y aller tout de suite, je pense. Je vais présenter le film C'est la momie. The Mummy. Ok, la momie, donc un film de Alex Kurtzman qui est sorti le 14 juin 2017, donc hier, tout simplement, avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Russell Crowe et Jake Johnson également. Alors, bien qu'elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d'un insondable désert, une princesse de l'ancienne Égypte dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancœur accumulée et de terreur dépassant l'entendement humain. Je crois que le gars s'est fait ultra plaisir avec ce synopsis quand même. Petit clip. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais c'est resté bien caché pendant 2000 ans. Ce n'est pas une tombe, c'est une prison. Nick! D'après les hiéroglyphes, elle s'appelle Amanette. Elle était promise au trône d'Égypte. Mais sa soif de pouvoir l'a portée vers un projet plus sombre, qui a été vite arrêté. À cause de ce que vous avez fait, cette force ancestrale s'est réveillée. Ok, qu'est-ce que vous avez pensé de la momie? On va commencer par Baptiste, et ensuite on passera à Arnaud. Vas-y d'abord Arnaud, je finis mon bretzel. Ok.
Non, mais en fait, souvent, j'essaie, quand on parle des films, de garder mon calme, mais là, je suis vraiment en colère, en fait. À ce point. Ah non, mais en fait, je crois que je suis arrivé à saturation de quelque chose, quoi. C'est-à-dire que, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, Universal essaie de créer une nouvelle franchise, comme c'est à la mode en ce moment, pour essayer de réaliser plusieurs films autour du même univers. Et donc, ils ont décidé de racler leur forme de tiroir et de reprendre les monstres qui ont fait la gloire du studio Universal dans les années 30 et 40, quoi, grosso modo. Ça court après dans les années 50 avec les créatures du lac Noir, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, c'était déjà un peu les proto-franchises de maintenant, cette manière de faire des films. Et ça a, dans un premier lieu, donné tout un tas de films extrêmement intéressants qui restent aujourd'hui comme des gros classiques. Je pense bien sûr les meilleurs, c'est les 2 Frankenstein de James Whale qui sont formidables, par exemple. Le Dracula de Todd Browning est très très bien. Il y a L'Homme Invisible, le Loup-garou, la momie, justement. Et mais ce qui est intéressant de voir, c'est que à partir du moment où ils ont commencé à en faire une véritable franchise et en faire en sorte que Dracula soit avec Frankenstein et ce genre de choses, ça donne des films comme House of Dracula, House of Frankenstein, Son of Frankenstein, et que ces films sont des immondes bouses, quoi, déjà à l'époque. Et en fait, j'ai l'impression que là, ils ont sauté une étape. Ils ont décidé, ouais, vous savez, tout ce moment où au début c'est des bons films et on développe des mythes un peu importants pour notre société. En fait, on va laisser passer ça et on va arriver directement au daub. En fait, c'est l'envie en fait, Avengers de tous les studios, j'ai l'impression. Tu sais, ils veulent tout de suite jumper sur le truc qui va leur rapporter énormément en fusionnant tous les jeux. En fait, moi, ce qui m'a gêné le plus dans cette volonté-là, c'est le schéma normal, tu l'as dit, c'est on fait un film sur quelque chose. À la limite, on va te donner des petits caméos ou quelque chose comme ça. Là, c'est avant que le film soit sorti, il y a eu la fameuse photo qui a été prise par Universal Studios avec Tom Cruise, Javier Bardem, Russell Crowe, etc. pour dire voilà ce que va être notre équipe des Universal Monsters du Dark Universe. Quelle prétention. Ouais. C'est quand même, comme je te disais en message privé Arnaud la dernière fois, c'est-à-dire qu'avant au moins il y avait la pudeur de se dire attendons pour voir si ça marche avant de se balancer dans une franchise. Ne décidons pas pour le spectateur. Exactement. Après, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant. Moi, c'est ce que j'ai lu, c'est le fait que à un moment ils auraient dit que cette volonté donc de faire plusieurs films sur plusieurs monstres à chaque fois pourrait déboucher sur le fait qu'on ait des genres différents. C'est-à-dire que, admettons, celui-ci, on va le mettre dans un truc d'action plus qu'autre chose, tu vois, même s'il y a des petites choses d'horreur à l'intérieur, mais je me dis peut-être que... C'est dans le genre blockbuster de genre hollywoodien. C'est vrai. La formule et du coup, moi, je me dis, est-ce que dans cette volonté de faire ça, est-ce qu'on va pas voir genre la créature du lagon en mode comédie, tu vois, ou si vraiment ils ont pas peur d'aller par là. Il y aura un truc intéressant, c'est-à-dire qu'ils veulent clairement faire leur franchise de films de super-héros. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont grosso modo décidé de faire la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Quoi. Exactement, ouais. Et sans payer les droits, donc plutôt que de reprendre ça, ils reprennent leur propre bestiaire. Franchise, bestiaire, quoi. Là où la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, je parle de la BD, hein, pas du film qui ne sombre bouse. Mais quand tu prends la BD, c'est justement une vraie réflexion sur la place des mythes dans notre société, la place de la fiction dans nos sociétés, et qui essaie d'analyser en fait ce que signifient les mythes dans le monde contemporain. Y a rien de tout ça quoi dans le film de Kurtzman. Et pour moi c'est ça le véritable problème, c'est pourquoi en fait tu veux t'attaquer à des mythologies aussi importantes que celle-là. Parce que là, il y a la momie, mais ils ont déjà prévu de faire Frankenstein, ils ont déjà prévu de faire l'homme invisible. Enfin, je veux dire, c'est là, on parle de vrais mythes contemporains. Enfin, c'est pas Iron Man qui était quasiment inexistant dans l'imaginaire populaire, tu vois, avant que Marvel en fasse un film. Là, on parle quand même de créatures que même si t'as pas vu les films de la Universal, tout le monde les connaît. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que dans l'esprit des gens, si tu prends quelqu'un comme une créature comme Frankenstein, par exemple. Eh ben, la créature de Frankenstein qui existe dans l'imaginaire commun, c'est l'image du film de la Universal et pas celui du livre de Mary Shelley. Absolument. Ouais. Et donc c'est super intéressant, c'est-à-dire on parle de mythes, mais on parle de mythes cinématographiques quoi. Et plutôt que d'essayer d'explorer ça, ils décident d'en faire leur franchise de merde quoi, avec un réalisateur horrible aux commandes. Pour nous donner cette sombre. Non mais j'ai envie de dire deux mots sur. Le film,
J'ai envie de dire 2 mots sur Alex Kurtzman parce que on le connaît surtout en tant que scénariste. Allez. C'est peut-être le pire scénariste en activité à Hollywood. Ce type, mais c'est le cancer des blockbusters hollywoodiens, quoi. Il faut dire ce qu'il est, quoi. Alors attention, là il a été réalisateur pour celui-ci, hein, d'accord. Parce que il y a quand même David Koepp et un des 6 scénaristes. Voilà, parce qu'il y a quand même David Koepp et Christopher McQuarrie qui ont été au scénario de. Mais en fait, si tu veux, au-delà de sa nullité abyssale en tant que, je suis désolé, je parle pas comme ça d'habitude, mais là je suis énervé, quoi. Et en plus de sa nullité abyssale en ce qui concerne l'écriture d'histoire, je trouve mais qu'il n'a aucun sens de la mise en scène. Mais c'est ahurissant, quoi. Il ne sait pas créer un rythme, c'est-à-dire le film est toujours sur le même rythme. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'accélération, il y a toujours ce rythme mou qui ne met rien en avant, en fait. Et ça dure pendant tout le film. Je me suis fait chier du début jusqu'à la fin, mais je m'étais pas fait chier au cinéma. La dernière fois que je m'étais fait autant chier au cinéma, c'était devant Son nom de Venise dans Calcutta Désert de Marguerite Duras. Et c'est un mur filmé pendant 1h30, quoi. Mais vraiment, je rigole pas, quoi. Je suis assez d'accord avec Arnaud. J'ai eu l'impression de voir la même image du début à la fin et je me suis ennuyé. Alors qu'il se passait des trucs, objectivement, à l'écran, il se passait des trucs. Et objectivement, c'était à chier, quoi. Les décors sont beaux, les maquillages sont beaux, et à côté de ça, les scénaristes, je sais pas à quel moment les producteurs qui ont vu la première mouture du film se sont dit, on tient quelque chose là. Personne n'a arrêté le projet en disant, écoutez, là on part droit dans le mur, c'est pas possible, on raconte rien, l'histoire ne veut rien dire, elle est pas intéressante, on l'a déjà vu 1 milliard de fois, ça va pas passionner les gens vont sortir de la salle. Moi j'avais envie de me barrer, quoi. J'avais envie de me barrer. Ok. Bon, moi je vais être un peu moins quand même, tu vois, scandalisé que vous, parce qu'en fait, après voilà, il y a quand même un souci, c'est que j'ai quand même mis du temps à réaliser que au final c'était quand même un film de série B, parce qu'en fait, pendant une grosse section, ça se prend tellement au sérieux. Et en fait, je sais pas vraiment si c'est un film de série B, si ça se veut un film de série B, parce que il y a un gros souci d'injection de l'humour dans ce film, en fait. Et j'ai l'impression qu'ils savent pas très bien où même eux veulent placer leur film. Est-ce que ils veulent justement faire un momie comme de 99, ouais, donc avec Brendan Fraser, où là clairement on est dans un nouveau Indiana Jones, où là ça rigole, c'est bien rythmé, on a les personnages, puis surtout une chose très importante, c'était pas mal du tout, comme il y avait un souffle d'aventure qui n'existe pas dans celui-là. Un truc qui n'existe pas effectivement dans celui-ci, c'est le fait qu'en fait les personnages ne sont animés par rien du tout d'autre que faire avancer l'intrigue là où le mec veut la faire avancer. Exactement. Et c'est-à-dire qu'en gros, voilà, pour prendre l'exemple de la momie de 99, voilà, il y avait des personnages qui étaient ultra cupides, il y avait des personnages qui voulaient se faire libérer parce qu'ils étaient prisonniers, il y avait des personnages qui... Et en gros, ça, tu le suivais pendant tout le film. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours cette même envie, et du coup, s'il y a un moment, ils pouvaient se casser d'une pyramide parce qu'ils étaient libres, ils le faisaient, etc., etc. Et là, en fait, on commence avec le personnage de Tom Cruise et son compagnon, qui est joué par Jake Johnson, en mode semi-aventurier, mais qui sont aussi des militaires, qui veulent piller des vestiges qui, normalement, seraient détruits par des insurgés irakiens, etc. Et c'est quelque chose qu'on... Juste, on comprend pas exactement en fait, leur situation, c'est-à-dire, ce sont des voleurs apparemment sanctionnés par l'armée, en fait, c'est des corsaires, quoi. C'est des corsaires contemporains, je sais pas. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il faut poser les choses quand même dans un monde un peu réel et compréhensible. Et moi, ça, dès le début, je ne pouvais pas me l'expliquer. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. 2 personnes qui sont normalement des éclaireurs de l'armée américaine qui appellent pour une frappe aérienne à côté de mais en même temps ils doivent être au service d'une archéologue, ça n'existe pas ça. Oui, le général américain il va te dire ferme ta gueule, rentre à la maison, c'est tout. L'archéologue, mais tant pis pour les ruines. Et puis comme par hasard, je veux dire, ils découvrent les restes d'une sorte de cimetière de croisée en plein cœur de Londres. Paf, 2 jours plus tard, ils découvrent, alors qu'elle est restée enfermée 5000 ans sous le sol, la tombe d'une momie égyptienne, tu vois. Alors oui, tu vas me dire... Et puis surtout 2 secondes, parlons-en, parce qu'ils essaient de le justifier, mais ça ne marche pas du tout. Mais
Mais des ruines égyptiennes en Irak, mais je peux pas. Ça, Mais je suis non, désolé, mais c'est pas justement, possible. non, mais attends, ça c'est pas, tu peux pas dire ça parce que justement c'est l'hypothèse de de la chose incroyable même pour l'archéologue. Genre, regardez, on a des choses égyptiennes ici, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on essaie de nous faire croire que quand même la momie était dangereuse, donc on a décidé les Égyptiens ont décidé de l'enterrer ailleurs, et donc ils ont littéralement traversé 3 empires pour l'enterrer ailleurs, avec apparemment une armada de tailleurs de pierre pour lui créer une crypte gigantesque pour faire tout ça. Je ne peux pas y croire, pas de la part d'une civilisation comme l'Égypte pour qui le monde n'existait pas en dehors du Nil quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, c'est juste un fantasme américain de ouais, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Arabie, c'est la même chose, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est bien dit par le personnage. C'est normal qu'il y ait un sphinx ici ou pas? Je sais pas. Genre, je suis pas au courant. Mais il y a un souci aussi de flashback ou alors d'exposition. Il y a des scènes. Regarde, par exemple, le film s'ouvre sur l'enterrement d'un templier chez qui on met une pierre, etc. Oui. C'est ton film, La Momie, qui commence comme ça. Et en fait, il y a juste que cette scène. Pourquoi? C'est inutile. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourrais juste nous dire, et comme ils nous l'ont dit après, que effectivement un templier s'est fait enterrer avec. Pourquoi commencer ton film avec ça? Et pareil, juste après, il y a une autre scène d'exposition à base de, on a découvert des catacombes sous Londres, et c'est une scène qui ne sert à rien. Encore une fois, parce qu'on nous le dit après. Ça part dans tous les sens, c'est-à-dire que même là, tu vois pourquoi ils ont dû trouver un truc scénaristique ahurissant pour nous faire croire qu'il y a des ruines égyptiennes en Irak. C'est parce que j'imagine qu'il y a un producteur quelque part qui a dit ah ouais, il faut absolument qu'on parle de ce qui se passe en Irak parce que ça donnera l'impression, tu vois, que c'est sur le vif. Donc faites en sorte que ça se passe en Irak. Mais le fait qu'il soit dans l'armée américaine et l'armée américaine ne sert à rien pour le film. Je veux dire, ça aurait pu se passer en Égypte. Pourquoi? Mais en fait, enfin, absolument, parce que moi, en fait, quand j'avais vu la bande-annonce, je trouvais ça peut-être assez intéressant de me dire, ça va être un truc, plutôt un film d'action, genre Mission Impossible, mais avec de l'ésotérique, des espèces d'escarmouches à base de insurgés, etc., et qu'on va trouver, peut-être qu'on va y rester beaucoup de temps là-bas. En fait, pas du tout. Autant avoir au final un mercenaire qui a été engagé pour rechercher cet endroit. Se compliquer la vie pour littéralement rien. Après, moi, il y a un autre truc, mais peut-être je tire un peu les. Il y a un truc qui me gêne, c'est déjà un film qui s'appelle La Momie, qui est censé se passer en Égypte. La scène d'exposition, comme tu le dis, elle est déjà très ethnocentrée, c'est-à-dire les croisés, l'histoire de l'Europe, voilà. Faux, ouais. Voilà. Déjà ça, déjà ça m'a pété les couilles. Et après, on se retrouve avec une momie féminine qui a un super méga pouvoir. Et en gros, ça finit le héros, non seulement il bute la nana, mais en plus, full spoiler, on va d'accord. Non mais ok, on spoil. Mais en plus, il lui vole son pouvoir. Donc on se retrouve avec une égyptienne, c'est-à-dire une femme égyptienne qui a beaucoup de pouvoir, une femme arabe qui a beaucoup de pouvoir, qui se retrouve zigouillée, et le blanc qui arrive, qui tue la femme égyptienne et qui en plus vole le pouvoir de l'Égypte, tu vois, de l'Égypte antique, de la mythologie, qui se réapproprie cette mythologie-là et qui la cannibalise complètement. Et ça j'ai trouvé ça, mais c'est peut-être débile, j'ai trouvé que ça faisait appropriation culturelle. J'aimerais embrayer sur ça parce que je pense que t'as complètement raison, parce que j'aimerais rappeler quelque chose sur le mythe de la momie et en fait d'où ça vient. C'est-à-dire que au moment de l'expédition d'Howard Carter qui avait retrouvé la tombe de Toutankhamon, il se trouve que dans les années qui nous ont suivi, tous les gens qui ont participé de près ou de loin à cette expédition sont morts. Et donc on a commencé à parler de malédiction de la momie de Toutankhamon. Et donc là j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que c'est la figure du monstre dans la fiction. C'est-à-dire qu'à partir de là, la momie telle qu'elle a été vue dans la fiction, et je parle de la momie du film original, ou par exemple de... Avec des bandelettes, etc. Ouais, ou même les 7 boules de cristal de Hergé, hein, les aventures de Tintin qui parlent de la même chose. C'est-à-dire que ce monstre met l'Occident face à ses propres démons. C'est-à-dire que c'est cette peur qu'en pillant les richesses coloniales, ça se retourne un jour contre nous, et qui est incarnée par cette momie. Et donc c'est une figure de l'inconscient collectif de la première moitié du XXe siècle qui est très importante, parce qu'elle symbolise en fait cette prise de conscience qui commence à arriver petit à petit, et en fait cette réalisation que en fait en touchant aux cultures des autres, il y a des choses qui peuvent arriver.
Et en fait, le problème avec ces variations, et comme tu le disais Baptiste, en nous mettant ces histoires de Templiers, les Templiers qui est une mythologie pour le coup, enfin mythologie qui est devenue une mythologie, mais c'est très occidental, c'est très ancré en Occident. Le fait qu'ils fassent en sorte que ce soit plus vraiment des pilleurs de tombes, mais qu'ils le sauvent, des Arabes qui détruisent eux-mêmes leur propre, enfin tu vois ce que je veux dire, qui détruisent eux-mêmes leur propre patrimoine. En fait, tu changes ce qui est l'essence de la momie et ce qu'elle représente en fait dans la mythologie contemporaine. Et en fait, c'est ça qui est horrible en fait, je trouve, dans ce film, c'est-à-dire c'est un film qui ne parle de rien et qui n'essaie même pas en fait de reprendre ces peurs-là. Non mais si, en fait, je veux dire, c'est... Alors, mais justement, parce que ce qui se passe, ce que tu décris, en fait, c'est pire que ça, parce qu'en fait, c'est même la volonté de la momie. Je trouve ça d'ailleurs ultra elle veut donner son pouvoir au blanc. C'est la volonté de créer quelqu'un qui va être plus puissant qu'elle. Bien sûr. Et qui va de tout décider à sa place, alors que on te la présente à la base à Manette comme quelqu'un qui veut prendre le pouvoir parce que ça lui a été dû. Et à la place, ce qu'elle va faire, c'est créer un homme tout puissant. Blanc tout puissant. En plus, tu vois, le blanc, il arrive en dernier parce qu'il se trouve que du coup, elle le fait que maintenant. Mais du coup, il y a un biais cognitif dans le scénario là. Et en fait, elle fait exactement, en fait, la fin de ce film. C'est exactement ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire qu'en gros, toutes ces conneries de j'essaie d'échapper à la momie, ça n'a servi à rien. C'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais juste la laisser faire. Tu prenais la dague de son cœur et il l'a buté, tu faisais quand même ça. Voilà. Donc je vois pas trop le film n'a servi à rien. Pour moi, c'est ce que j'appelle un film Super 8, comme le film de J.J. Abrams. C'est-à-dire que s'il y avait pas les héros, ce serait passé exactement comme ça. Donc voilà, je vois pas du tout le projet de tout ça. Il y avait des petites zones un peu drôles où j'étais là, je me raccrochais un peu au film d'aventure d'avant. Je me disais ah ouais, ok, cool, vous pouvez garder ce rythme-là à partir de maintenant. Et non, en fait, parce que à chaque fois ils le perdaient et ils avaient des dialogues de merde à la place. Et il y a un truc aussi, tu sais, à un moment quand il tire 3 fois sur son pote qui a été zombifié. En fait, moi, la 3e balle, elle m'a pas du tout fait rire. Mais non, mais ça, c'est une faute de mise en scène. C'est le rythme de la mise en scène. Il s'est pas insufflé un rythme comique à ces scènes, quoi. Exactement. Et il y a un gros souci il laisse trop de temps à des endroits où il ne faut pas, et au contraire, il va couper là où il faudrait donner un petit peu plus de respiration. Et d'ailleurs, ce personnage qui revient un petit peu en fantôme dans l'esprit de Tom Cruise. Donc voilà, le pote de Tom Cruise, en gros, a été tué très rapidement parce qu'il s'est fait zombifier par une araignée. Whatever. Non mais il se fait piquer, personne ne s'intéresse à lui. C'est ça qui est dingue. Il a du noir partout sur la gueule et tout, il a pas l'air bien, il a les yeux qui deviennent blancs, mais tout le monde le laisse sur le côté tranquille avec sa fièvre. Et du coup, au début, à un certain moment, il le voit en fantôme qui lui dit des choses, et après il le voit plus pendant 40 minutes, il le revoit après, et t'es là, tu fais mais pourquoi? C'est bête, ils auraient pu l'avoir comme un espèce de compagnon tout le temps dans cette tête, tu vois, pour avoir quelque chose pour justement être le comic relief pendant pas mal de scènes. Mais comme le frère de Rachel Weisz dans la movie de Stephen Sommers, tu vois. Lui aussi, pour le coup, ça aurait été en plus exactement le même, parce que on essaie de te le dresser comme quelqu'un de cupide, etc. Ça aurait été drôle, par exemple, d'avoir un fantôme qui te dirait oh putain, il y a trop d'or ici, vas-y, prends-en. Enfin, je sais pas. Oui, qui te pousse à faire des voilà. Mais comme tu dis, c'est vrai que on en revient à ce problème fondamental du film, c'est-à-dire qu'il y a aucun personnage qui n'a une personnalité, quoi. C'est vraiment. Et c'est un peu dommage parce que moi, il y a des idées que j'aime bien. Que bon, voilà, qu'on le veuille ou non, voilà, ils ont décidé de la faire leur franchise d'Avengers de Dark Universe, donc ok, c'est trop tard, on peut plus faire demi-tour. Du coup, que ce soit le Dr Jekyll qui soit à la tête d'un truc, il y a des trucs, il y a des choses. Moi, je me sens un peu dans Hellboy, je me sens un peu dans des choses comme ça. Je me dis, il y a moyen de tirer j'ai pensé à Guillermo del Toro à un certain moment à Hellboy en me disant avec Prodigium et tout, il y avait un truc à faire à la Hellboy qui était plus pop, tu vois. Mais en fait, ils sont basés totalement à côté de... Ouais, parce qu'on en parle de Dr Jekyll, sérieusement. Oh mon dieu. Le pire élément du film, quoi. Et entre parenthèses, Dr Jekyll, son hypothèse sur ce qui va se passer avec la momie, mais en fait, c'est exactement ce qui se passe, quoi. Enfin... Non mais attendez, il faut parler de comment Dr Jekyll arrive dans le film. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que Tom Cruise et sa sidekick sont poursuivis par la momie. Et ils sont sur le point en fait d'être rattrapés sur elle, et tout d'un coup, il y a un harpon qui transperce la momie, et Dr Jekyll arrive pour les sauver.
mais qui viennent de nulle part, ce mec. Ouais. C'est vraiment... il arrive dans le film, il fait « Bonjour, je suis Dr Jekyll et je viens vous sauver ». Mais quoi? En fait, je veux dire, j'ai jamais vu une écriture aussi grossière que ça, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus, on sort d'une scène... On sort d'une scène, à ce moment-là, on essaie encore de nous montrer, parce que je vois dans les dialogues que ils essaient de construire en fait un parcours au personnage de Tom Cruise en le montrant égoïste au début et qui évolue jusqu'à devenir altruiste à la fin, mais ça ne marche pas du tout. Il est pas si égoïste que ça au début en fait, c'est ça. Non, et parce qu'en plus pour nous montrer qu'il est égoïste, juste avant il y a une scène ridicule où il s'enfuit d'une église où il y a la momie, et à ce moment-là ils sont tous les deux en train de s'enfuir. Tom Cruise court vers la voiture parce que normal. En fait, je veux dire, tu veux t'enfuir, tu prends la bagnole. Et pendant ce temps, sa sidekick se barre dans la direction opposée. On sait pas où, en fait. Dans les bois, ou je sais pas. On sait pas ce qu'elle fait. Et Tom Cruise prend la voiture et son sidekick s'en rend compte et court vers la voiture. Et quand elle ouvre la porte, elle fait « Mais tu m'aurais abandonné ici ?» Et t'as envie de dire « Ben non, c'est juste que t'es trop conne, en fait. » Et que tu cours pas vers la voiture. Et que tu te cours pas vers la voiture. J'ai envie de dire, ça veut dire quoi? Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Ils ont créé cette situation hyper artificielle avec une mise en scène qui ne veut rien dire pour essayer de me dire regarde, il est égoïste. Mais il est pas égoïste, elle est conne, c'est tout. Enfin, je veux dire, il faut dire ce qui est, quoi. Entre parenthèses, la blonde là, elle est fade au possible, ouais, quoi. Elle est belle. Ouais. Genre, c'est du tofu, franchement. Franchement, mais c'est du beau dans tofu. 20 minutes, j'aurais oublié son visage. Mais je suis d'accord, complètement. Elle est fade, elle a aucun charisme, mais elle a une plastique. Oui, non, mais bien sûr. Enfin, genre, bien sûr qu'il faut C'est la pas moindre mettre des quelqu'un de moche. Mais pour le coup, la momie a beaucoup plus de charisme qu'elle, tu vois. Ah oui, et d'ailleurs, c'est pourquoi les gens veulent absolument mettre de la peinture sur Sofia Boutella. Elle est très jolie, cette meuf. et là, il lui met des écritures. Dans Star Trek, il lui mettait des trucs dessus. Je veux dire, pourquoi? Laissez-la tranquille, un peu, la meuf. Elle est française, en plus, pour une fois qu'il y a une française qui réussit un peu qu'elle a des à faire problèmes de peau et qui veut le cacher. Merde, je voulais dire un truc, oui. Des trucs positifs. Il y a des choses que j'ai trouvé réussies dans ce film, et c'était les scènes de zombies. Moi, j'ai trouvé que les scènes de zombies, esthétiquement, les zombies sous l'eau, la zombification de quelques gardes britanniques à côté de l'avion. Non, mais la façon, la mobilité de leurs articulations, etc. Il y avait un truc creepy que j'aimais bien. Ça, c'est d'accord. Et il y a un truc, il y a une scène qui se passe, en fait, d'ailleurs dans la tête, on réalise ça se passe dans la tête de Tom Cruise, où il voit la momie dans des poubelles, dans une ruelle de Londres. Et cette scène-là prouve à quel point Alex Kurtzman ne sait pas ce qui fait peur. Bien sûr. Parce qu'en fait, le tout début de la scène, c'est parfait, parce que tu vois une petite ombre comme ça qui se lève avec, tu sais, les mouvements dégueulasses, comme dans Rec, là, comme ça, et tu dis, ça c'est effrayant, bravo. Et il y a un contre-champ ultra lumineux sur la momie, et du coup tu la vois, et du coup tu fais bon, en fait ça me fait plus peur, c'est fini. Ta scène a duré une demi-seconde, et voilà, à partir de là tu la vois. Mais c'est ça le vrai problème, c'est que c'est un film où il n'y a jamais d'horreur, en fait. C'est comme on le disait, c'est un film de super-héros, c'est pas du tout un film qui essaie de créer une tension, de créer une atmosphère pour générer cette peur. C'est vraiment, et c'est pour ça que je suis surpris quand tu dis qu'ils vont essayer de faire des films de plusieurs genres. J'ai envie de te dire, ça part très mal en fait, puisque. Mais moi je pense que ce sera leur seule possible salvation de pouvoir faire ça, parce que en fait, je m'imagine, je sais pas, un film comique sur un des autres protagonistes, sur la créature du lagon, de thriller par exemple, pourquoi pas, avec l'homme invisible. Je pense qu'il y a qu'en faisant comme ça que peut-être par mégarde tu peux faire un bon film, parce que s'ils font tous un blockbuster, il faut surtout qu'ils réfléchissent un peu sur les mythes, quoi, sur ce qui signifie, et il faut qu'ils essaient de faire des films qui parlent de quelque chose, quoi, plutôt que de cette mélasse. Par contre, il faut trouver un sujet à ton film avant de le faire, ce serait bien. Ouais, c'est ça. Et après, ça interroge quand même vachement sur la chaîne de fabrication d'un film, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je n'en reviens pas que un film qui a coûté aussi cher, tant de gens se sont investis, à aucun moment, plusieurs personnes ne se sont pas levées pour dire on prend une mauvaise direction, il y a telle scène que ça va pas. Mais c'est même pas ça, parce que si tu veux, c'est hallucinant. T'as un indice dans le générique du film, c'est-à-dire qu'il y a 6 scénaristes qui ont participé à ce scénario.
et qui sont crédités, ce qui signifie que dans la réalité, il a dû y avoir une quinzaine de scénaristes différents qui se sont enchaînés sur ce film. Et c'est-à-dire que ils se sont posé cette question de direction, mais j'imagine que ça a pris plusieurs directions avec le temps et qu'à la fin on a ce monstre de Frankenstein de scénario qui part dans tous les sens et qui ne signifie rien en fait. Et ça tient vraiment parce que je te dis quand ils ont embauché comme ça sans doute une quinzaine de scénaristes, au moins 6 en tout cas, le budget scénario de ce film est énorme. Et quand je dis énorme, c'est ils ont dû payer ce scénario peut-être entre 10 et 15 millions de dollars quoi. Pour la mener jusqu'à sa fin, et je dis ça au bas mot. Et quand t'investis autant d'argent en fait dans un scénario, comment ça se fait que ça puisse foirer? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans le système de production, quoi, dans le système de développement de... Je suis d'accord Arnaud, mais toi qui bosses dans le milieu, t'es d'accord avec moi qu'on peut tout à fait créer un film avec 6 scénaristes et en faire un truc génialissime où chaque scénariste apporte sa petite pierre géniale à l'édifice. Alors plus tu multiplies les intervenants, plus c'est compliqué, je suis d'accord. Mais pour un projet comme ça, avec l'ambition financière de ce projet-là, tu peux pas te permettre à la fin de dire bon bah c'est pas grave, le film est merdique, on avait qu'à pas prendre 6 scénaristes, on le lance quand même. En fait, je sais pas comment te dire, on a un autre indice aussi, c'est-à-dire que les 6 scénaristes sont pas crédités de la même manière. C'est-à-dire il y en a 3 qui sont crédités à script et 3 qui sont crédités à screen story. Ce qui signifie qu'il y a eu énormément de versions et que tous les scénaristes n'ont pas travaillé sur la même version. C'est-à-dire que si tu prends l'exemple des séries télé, ils peuvent être comme ça 6-8 scénaristes à bosser sur une série télé, mais ils le font de manière collégiale. C'est-à-dire que tu rebondis sur les idées des autres, et l'idée, généralement il y a un scénariste principal qui va donner la direction au film. Le problème de ce scénario, c'est que c'est un scénario qui n'a pas de direction. Et comme je te disais, sur les 6 scénaristes, il y en a 3 qui ont fait des films que j'aime beaucoup. Je pense à David Koepp, Christopher McQuarrie ou Jenny Lumet, qui ont fait des scénarios incroyables et qui sont crédités à ce scénario, mais qui est d'un amateurisme ahurissant en fait. Donc ça veut dire que, enfin tu vois ce que je veux dire, le problème vient pas des scénaristes qui sélectionnent, le problème vient de la manière dont ils ont décidé que le scénario devait être écrit. Et qu'est-ce que c'est en particulier? Là ça peut être que des hypothèses, je sais pas ce que c'est exactement qui a foiré, il faudrait avoir assisté aux réunions de travail, etc. Ce qui foire, c'est la méthode, justement, c'est cette méthode-là qui devient la routine de faire 3 révisions par des gars qui se connaissent pas, qui veulent parler d'autre chose, etc. Une bonne méthode, c'est, je suis désolé, tu fais confiance à une personne et c'est tout, et tu lui laisses écrire son film. Ou alors effectivement tu le joues en mode série télé, ce qui aurait pas du tout été con, parce que spécialement pour créer un univers, je vois pas pourquoi ne pas dire bah écoute, si de toute façon on doit les payer chacun leur tour, autant les payer pour qu'ils soient tous dans la même pièce quoi. Et comme ça déjà ils te donnent les premières pistes pour les autres films aussi. Et là c'est là que tu peux avoir un petit non, ce que je trouve incompréhensible, c'est cette chaîne de production que personne ne s'élève pour dire. Moi, je le vois au niveau du milieu de l'édition pour les romans. Jamais personne, aucun éditeur, ne publierait un livre aussi merdique que peut l'être La Momie en film. Tu vois ce que je veux dire? Aucun éditeur, une maison d'édition, t'as 2, 3, 4 personnes qui lisent le manuscrit, il y a des réunions où les gens parlent ensemble, il y a des tests qui sont faits sur des premiers lecteurs qui sont en général des correcteurs qui sont payés par la maison d'édition et qui permettent à chaque fois de rectifier le tir. Là, je trouve ça hallucinant que personne... Là, tu parles d'une partie particulière, c'est-à-dire que dans l'édition, tu peux aussi prendre la collection Harlequin, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ça dépend, en fait, ce que veulent les producteurs. Et les producteurs, de la thune. Ils ne veulent pas faire un film, ils veulent pas faire un film qui a du sens. D'accord, mais t'es d'accord avec moi que... Tu vois ce que je veux dire? Par principe, un producteur, c'est quelqu'un qui, a priori, aime le cinéma, a vu beaucoup de films. Ouais, non, enfin... Ça, c'est dans l'idéal. Ouais. Mais... Et c'est comme je te dis, un bon producteur, c'est ça. Mais un producteur, c'est pas forcément ça. Non, j'entends. En tout cas, c'est quelqu'un qui, théoriquement, sait ce qu'attend le public et comment le divertir. Ah ben... Et là, ouais, mais clairement... Là, enfin, je suis désolé, mais... Le genre, film ça marche. Non, absolument pas. On se fait chier du début à la non, fin. mais ce que je veux dire, ça marche. Bah, pour lui, il voit les dollars. Il se dit, c'est bon, ça marche. Oui, mais ça marchera pas si personne va voir le film parce qu'il est pas divertissant. Ah, mais oui, mais les gens, ils vont voir le film. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent ça divertissant. Enfin, c'est comme... On va en parler après, mais bon, c'est que je suis désolé. Enfin, il y a combien de films qu'on a trouvé mauvais et que plein de gens les trouvaient divertissants et que ça a fait des milliards de dollars. Oui, c'est vrai, La Famille Bélier. Mais tu vois, c'est-à-dire, c'est le truc, c'est-à-dire, il y a, c'est aussi une question de machine marketing, c'est-à-dire, peu importe la qualité de film qu'ils ont fait. Ouais, si tu en fais la pub. De toute façon, tout le monde a parlé de La Momie et j'ai envie de dire, même nous, là, on est en train de parler de La Momie plutôt que de parler d'un autre film, tu vois. Ouais.
Et alors qu'il y a des films mais 1000 fois plus intéressants et qui ont besoin sans doute de beaucoup plus de publicité et qui est moins discuté dans les médias, qui est moins présent dans les publicités, dans les affiches, dans le métro, etc., etc. Et juste ça, en fait, ça permet d'avoir un pécule de base en tout cas. Mais Ils vont sans doute pas faire un succès comme Titanic, mais ils vont avoir de toute façon un pécule de base. C'est-à-dire des flops, même Suicide Squad, qui est du bêtise ahurissante, a rapporté de l'argent, tu vois ce que je veux dire. Donc bon. Alors après, voilà, moi ce film, il faut quand même garder le fait que moi, il ne m'a choqué dans son incohérence qu'à partir de la fin, et que par exemple par rapport à Suicide Squad, j'étais beaucoup moins énervé, d'accord. C'est important. Comme je vous ai dit, j'ai bien aimé un peu les zombies. Les acteurs faisaient tout leur possible. Voilà. Non, Tom Cruise, il est vieux, c'est pas, faut qu'il passe la main. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu je vais faire de l'agisme. Très bien. Je suis tellement d'accord. Je vais faire de l'agisme, mais non, mais ça, attends, ça tient un peu la route. J'en ai marre qu'ils jouent des rôles qui sont écrits pour des gens qui ont 20 ans de moins que lui, quoi. Ah, déjà, vous êtes agiste, quoi. Vous êtes. Oui, j'aime pas ce que vous faites. Je suis pas agiste, je veux qu'il joue des rôles qui correspondent à ce qu'il est. Ah, tu es en train de me dire qu'à 50 ans, on peut pas être un baroudeur. On peut pas jouer un mec de 30 ans. Même non, Harrison on peut Ford, pas. dans le dernier Indiana Jones, me paraît beaucoup plus le sens de l'aventure, du rythme, de l'action que Tom Cruise dans le film que j'ai vu hier soir. Non, mais bien sûr. Et je vais te dire, il y a un truc hilarant, à un moment donné, il se bat contre Mr. Hyde, qui est joué par Russell Crowe, et il y a Russell Crowe qui dit t'as beau être plus jeune que moi, j'ai encore de la force. Je tiens à rappeler un truc, Tom Cruise a 2 ans de plus que Russell Crowe, j'ai vérifié. Putain, la vache. Et comme quoi, non mais je suis désolé, je le redis encore une autre fois, mais peut-être que la scientologie a raison, hein, parce que si tu vois comment il est en parfaite santé, ce gars. Et en plus, tu vas dire, il y a quand même un vrai problème, c'est qu'il lui colle toujours toujours des nanas qui ont moins de 30 ans, et c'est un peu gênant quand même à force. Ouais, ça par contre, c'est le gros classique des films avec des gens de 50 ans, enfin avec des stars de 50 ans. Juste petite note, je sais pas si vous l'avez vu, c'était un petit goodies du film. Le Dark Universe semble être du coup dans le même univers que la momie de 99, parce qu'à un moment la blonde tape un mec avec le livre des morts que Rachel Weisz utilise dans la momie justement, avec la clé, voilà, avec le verrou. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire que je pense que tu peux sauver cette franchise si Brandon Fraser revient en tant que vieillard de 120 ans. Ouais, c'est ça, parce que ça dépend, si le vieillard devient scientologue, peut-être qu'à 120 ans il est encore vivant. Tu vois. Oui, non mais tu déconnes, mais c'est vrai aussi que c'est intéressant de voir comment les croyances personnelles des acteurs, quand elles sont mises sur la place publique, polluent la tête du spectateur. Je pouvais pas m'empêcher, quand je voyais Tom Cruise à l'écran, de penser à toutes les conneries auxquelles il croit, et je t'assure, c'est débile, mais ça me le décrédibilisait totalement dans son personnage. Ah ouais. Je pensais à tout ce que j'ai lu sur la scientologie, avec le volcan auquel il croit, les espèces de personnages enfermés dans la glace, tout ça. Mais après, peut-être il a raison aussi. Voilà, c'est ça auquel tu penses. Peut-être je serais puni pour blasphème, mais du coup, quoique, parce que sinon, si tu penses à Mel Gibson qui est ultra catho, du coup, ça rajoute plus de force à la passion du Christ, tu vois. Mais surtout, ce truc d'essayer en fait, ce que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression que, en fait, Tom Cruise fait du mal au projet. Ou dans le sens où j'ai l'impression en fait que il apporte ce côté boy scout au personnage, alors que ça devrait vraiment être le loser, le bad boy au début. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Et que Tom Cruise empêche ça en fait. Tom Cruise ramène ce personnage toujours du côté de l'héroïsme, toujours du côté du mec idéal, etc., etc. Et je vais te dire, et ça c'est même dans l'écriture, c'est-à-dire la fin, je sais pas si je peux la spoiler ici ou bah pas. Oui, de toute façon on l'a spoilé de toute façon. Ouais, mais en fait au moment où en fait la fin, le fait qu'il ne se sacrifie pas et que finalement les choses se résolvent comme il voulait qu'elles se résolvent, mais ça aussi c'est ça fait du mal au film, c'est-à-dire que le film n'arrive même pas au bout de l'embryon d'idées qu'ils avaient sur l'évolution du parcours de son personnage. C'est un personnage qui n'a rien appris quand même, hein, de son parcours. D'ailleurs, c'est vrai qu'ils nous ont enlevé tous les enjeux assez rapidement, parce qu'en fait il est immortel dès le début, ce personnage. Oui, tout à fait. Il a été choisi par la momie, il ne peut jamais mourir.
Et dès que le rite de la momie passe, il est encore moins mortel. Et apparemment, il a gagné aussi à la fin le pouvoir de faire en sorte que les chevaux qu'il chevauche produisent beaucoup de sable avec leur sable derrière. J'ai l'impression que c'est ça c'est son pouvoir en fait, tu vois, qu'il a gagné à la fin. C'est ridicule. Bon, combien de miam vous donnez à ça? 0,5. Ah ouais, quand même. Non, moi je suis... 0. Non, moi je vais mettre 1,5. Miam. Mais je vais te dire, je mets 0, mais c'est aussi, il paye un peu pour les autres en fait. Non mais après, au bout d'un moment, Arnaud, tout le monde paye pour les autres. Arnaud, il crée des camps de concentration de films. En fait. Mais je suis d'accord avec toi. Continue Arnaud. Continue. Un jour, il y aura un reportage de sur toi. Bon, allez, je pense qu'on peut finir. Pour la momie, je pense que vous avez compris. N'allez pas le voir, restez à la maison. Faites-vous Regardez un la lavement à la momie plage. 1 et le retour de la momie. D'ailleurs, juste pour... Imhotep était devenu, tu sais, maudit et tout ça par amour, au moins. Oui. Là, c'est juste par volonté de pouvoir qu'elle n'a plus... Ouais, enfin, tout ça pour dire que c'est de la merde, en fait. Ouais, ça signifie que le personnage est beaucoup plus unidimensionnel aussi, Ouais, quoi. absolument. Bon, très bien. Bisous à tous. Et on se voit Bisous. très rapidement. Allez voir des films, mais pas celui-ci.